Alors, on va commencer par un exercice, l'exercice supplémentaire numéro 2. On a des solutions aqueuses qui contiennent des ions Ni2+, et qui présentent une couleur verte. On vous demande comment est-ce qu'on doit procéder pour doser ces ions par étalonnage. Donc le principe c'est le même que d'habitude. On va former une gamme de solutions étalons, c'est-à-dire on va faire des solutions phi de concentration connue en Ni2+, c'est-à-dire qu'au laboratoire, on va avoir une grosse bouteille de solution mère, donc bien concentrée, de Ni2+, et puis on va en faire des solutions phi en les diluant. Après, on va remplir des cuves de spectrophotométrie avec ces solutions phi. Donc évidemment, il va falloir faire le 0 avant sur le spectrophotomètre comme en TP. On aura réglé également la longueur d'onde du spectro sur lambda max. C'est le maximum, c'est la longueur d'onde qui correspond au maximum d'absorbance. Bref, on arrive à voir l'absorbance de chaque solution phi. Grâce à ça, on trace la droite d'étalonnage A en fonction de C, c'est-à-dire A en ordonnée et C en abscisse. Et on détermine l'équation de la droite qui sera de type A égale à K fois C. Ça, c'est la loi de Beer-Lambert avec K le coefficient directeur de la droite. Au passage, vous pouvez le faire avec votre calculatrice programmable. C'est ce qu'on a vu la dernière fois pour trouver K le coefficient directeur. Après, on mesure l'absorbance de la solution de concentration inconnue. Donc, on la passe au spectro à la même longueur d'onde. On a la valeur d'absorbance. Et en appliquant la loi de Beer-Lambert, on peut calculer la concentration comme A égale à K fois C. On va isoler C, donc C égale à K sur A. On vient de calculer K en faisant la droite d'étalonnage et A, on vient de le déterminer. Après l'exercice numéro 9, page 123. Pour doser des ions cuivre Cu2+, une solution de concentration molaire C0 inconnue, on réalise une gamme d'étalonnage en diluant une solution mère d'ion Cu2+, de concentration C égale à 1,0 mol par litre, puis on mesure l'absorbance de chaque solution à la longueur d'onde de 655 nanomètres. On vous dit que la largeur de la cuve, elle, égale à 1 cm, mais ça on s'en fiche. Les résultats sont rassemblés dans le tableau, donc on a 5 solutions phi qui ont été réalisées. La première, elle a été diluée au 5e, la deuxième au 10e, puis au 20e, puis au 50e, puis au 100e. Donc là, tout à l'heure, on va devoir utiliser le facteur de dilution qui nous permet, quand on sait, par exemple, si on dilue 10 fois, de calculer la concentration de la solution phi, connaissant la concentration de la solution mère. Et dans le tableau, on voit aussi qu'on a les absorbances, donc 0,601, 0,302, etc. Petit a, en utilisant le tableur grapheur, compléter le tableau en déterminant la concentration des ions Cu2+, de chaque solution, puis placer les points sur un graphique représentant l'absorbance en fonction de la concentration. Alors le tableur grapheur, là, on ne va pas s'en servir. Par contre, on va calculer à la main les concentrations des solutions phi grâce au facteur de dilution. Puis après, on fera le graphique. Alors, comment est-ce qu'on fait ça ? Donc dans les données, on a la concentration de la solution mère qui valait 1,0 mol par litre. On a lambda max qui vaut 655 nanomètres. Le 0,655 nanomètres, ici, on s'en fiche un peu. Petit rappel, le facteur de dilution, qu'on note petit f ou grand F, ça dépend des profs, ça est égal au nombre de fois qu'on dilue. Par exemple, si on dilue 10 fois, F, il vaut 10. Donc quand on dilue au 10e, comme pour S2 ici, ça veut dire que F égale à 10. Or, F, c'est égal à C mère sur C phi, et c'est aussi égal à V phi sur V mère. Ici, ce qu'on a, c'est la concentration de la solution mère. C'est là. Donc du coup, on va utiliser cette relation-là. Donc je fais le calcul pour la solution S2, mais ça sera le même après pour tout, le même type pour tout le tableau. On sait que F égale à C mère sur C phi, on isole C phi c'est C mère sur le facteur de dilution. Donc on remplace C mère par sa valeur, voilà, ça fait 1,0. Le facteur de dilution ici, comme c'était au centième, au dixième, ça fait divisé par 10, et on trouve une concentration de la solution phi égale à 1,0 10-1 mol par litre. Donc j'ai mis ici. Et donc j'ai fait le même type de calcul pour toutes les solutions. Après, il fallait tracer le graphique. Donc la droite d'étalonnage, c'est-à-dire la droite A en fonction de C. Vous voyez qu'ici j'ai mis les valeurs d'absorbance, ici les valeurs de la concentration. Et petit rappel, quand vous tracez un graphique, il faut que ce soit des plus ici, pas des croix, pas des points, des plus, c'est tout. Donc on a tracé pour chaque point la droite d'étalonnage. En question B, on devait déterminer la valeur du coefficient directeur de cette droite. Alors, il y a plusieurs moyens. Il y a le fait de prendre un point A, 0, 0, et un point B quelconque sur la droite, et de faire un coefficient directeur comme en maths, en faisant YB moins YA sur XB moins XA. Donc ça, c'est une première méthode. La méthode la plus facile en contrôle pour vous, ça va être de prendre votre TI.
Donc c'est comme on a fait la dernière fois, on va dans Stat, on fait petit 1 et dit, et vous tombez sur ce tableau-là, donc L1 et L2. Petit rappel, L1 ça va être vos X, donc ici la concentration, et L2 ça va être vos Y, donc l'absorbance, donc je rentre tout. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous réappuyez sur la touche Stat, vous allez dans Calque, et là vous sélectionnez le petit 4. Hein. Et donc dans le petit 4, c'est la régression linéaire, y est égal à x plus b. Vous tombez sur une autre fenêtre et vous vous souvenez, il faut faire entrer, 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 jusqu'à temps d'avoir cette fenêtre-ci là qui s'affiche. Donc ici on a l'équation de type y est égal à x plus b. En vrai, on n'a pas de b, hein, parce que Berlambert a égale à k fois c, on n'a pas de petit b. Donc b, il faut qu'il soit, qu'il tende vers 0. On vérifie, petit b, gna gna gna, 10 moins 4, c'est tout petit, donc c'est négligeable. Et A, ici, c'est le coefficient directeur. Vu qu'y est égal à AX, en fait, on a l'absorbance qui est égale à K fois C. Le R carré, je ne sais pas si vous vous souvenez, plus c'est proche de 1, plus ça veut dire que les points de la droite, ici, sont justement contenus sur la droite. Un bon R carré doit être compris entre 0,99 et 1, donc là, c'est génial, ça veut dire que quasiment tous les points sont sur la droite, donc on vérifie bien la loi de Berlambert. La calculette vous donne plein de chiffres significatifs pour le coefficient directeur, hein, comme vous voyez. Mais moi, il va falloir que je me base sur les valeurs de concentration et d'absorbance. Donc, en concentration, j'ai combien de chiffres significatifs? J'en ai 2. En absorbance, j'en ai 3. Donc, je garde le plus petit des deux, parce que je vous rappelle que normalement, pour calculer le coefficient directeur à la main, c'est YB moins YA sur XB moins XA. Et c'est quoi Y? C'est l'absorbance. Et c'est quoi X? C'est la concentration. Hein. Donc, en fait, du coup, j'ai fait A sur C. Donc, je dois garder que 2 chiffres significatifs, c'est ce que j'ai fait là, K égale à 3,0 litres par mol. Ensuite, dans la question C, on vous demandait de calculer la concentration inconnue connaissant l'absorbance de la solution. Donc A égale à 0,256. La loi de Berlambert, ça s'écrit A égale à 3,0 fois C, hein, parce que là c'est K, on vient de le déterminer. Donc, on retourne la formule, C égale à A sur le coefficient directeur, donc 3,0, ce qui nous fait 8,5 10-2 mol par litre. On a donc déterminé la concentration de la solution inconnue. On va passer maintenant au grand 2, c'est-à-dire l'étude de l'évolution d'un système chimique. Et des petits rappels de nom. La réaction chimique. Alors, la transformation qui se produit au cours d'une réaction chimique peut être modélisée par une équation de réaction. Exemple, on va considérer une réaction chimique où les ions iodure I- vont réagir avec les ions peroxodisulfate S2O8-2- pour former du diode qui a une couleur marron-jaune. Alors ça, il faut le savoir, hein, que le diode c'est marron-jaune. Et des ions sulfate SO4-2-. Donc ça c'est incolore, ça c'est incolore, ça c'est incolore. La seule chose qui est colorée, c'est le diode. La transformation chimique qui se produit peut être modélisée par l'équation S2O8-2- plus 2I- AC donne I2 AC plus SO4-2- AC. Donc petit rappel, AC, c'est quand vous avez quelque chose qui est dissous dans l'eau. Donc tous les ions, ça sera AC. À gauche de la flèche ici, ce sont les réactifs. À droite, ce sont les produits. Les chiffres qui apparaissent devant les réactifs, donc là par exemple le petit 2 ici, et les produits, petit 2 ici, sont appelés les nombres stoichiométriques. Il faut savoir l'écrire, hein, ce nom-là. Donc par exemple ici, quand il n'y a rien devant, ça veut dire que le nombre stoichiométrique il vaut 1. Ces nombres permettent de connaître les proportions dans lesquelles les réactifs sont consommés et les produits formés. Donc ici, à chaque fois qu'on a un ion S2O8- qui disparaît, il faut qu'il y ait 2 ions I- qui disparaissent en même temps. Ce qui va produire une molécule de I2 et 2 ions SO4-2-. Hein, c'est une proportionnalité. On peut écrire, du coup, d'après les proportions stoichiométriques, donc ça, c'est super important, c'est l'équation de la stoichiométrie, que le nombre de moles de S2O8- qui va être consommé sur 1, là c'est son coefficient stoichio, est égal au nombre de moles de I- consommé sur 2 coefficient stoichio, égal au nombre de moles de I2, ici, produit sur 1, égal au nombre de moles de SO4-2- produit sur 2. Donc ça, vous pouvez l'écrire pour toutes les équations. À chaque fois, le nombre de moles du réactif sur son coefficient stoichio sera égal au nombre de moles du copain sur son coefficient stoichio, égal au nombre de moles du produit sur le coefficient stoichio, égal au nombre de moles de l'autre produit sur son coefficient stoichiométrique. C'est super important. Exemple d'application. Alors, complétez le tableau ci-dessous pour que les réactifs de la réaction 2Al solide plus 3I2 solide donne 2AlI3 solide. Là, faites attention entre le L et le I, on ne voit pas trop la différence, mais c'est bien AlI3.
soit introduit dans les proportions stoichiométriques. Alors on vous donne plusieurs exemples, il y aura colonne 1, 2, 3, etc. Dans le premier cas, la quantité de I2 vaut 3 mol, et je dois trouver la quantité d'AL. Si j'ai l'équation de la réaction, je peux appliquer l'équation de la stoichiométrie. Donc c'est-à-dire que le nombre de moles de L sur 2 sera égal au nombre de moles de I2 sur 3, égal au nombre de moles de LI3 sur 2. Alors là, par contre, on n'a un peu rien à faire du produit, parce que vous voyez, ce qu'on veut, c'est juste la quantité de L. Donc j'ai quand même écrit ici l'équation de la stoichiométrie, mais lui, là, on s'en fiche complètement, hein, parce que c'est pas ce qu'on nous demande ici. Comme je veux la quantité de matière de AL, bah dans cette équation-là, je vais juste prendre ces deux termes-là, là, vous voyez, je travaille qu'avec eux, et je vais isoler le nombre de moles de L. Donc le nombre de moles de L, si je dégage le 2 là, de l'autre côté, ça fait 2 fois le nombre de moles de I2 sur 3. Le nombre de moles de I2 ici, c'était 3 moles, donc j'arrive à 2 fois 3 sur 3 égale à 2 moles. Donc là, faites pas attention à ça, je vous ai donné la correction en entier, mais finalement, j'ai un petit peu détaillé la deuxième colonne. Donc pour la deuxième colonne, ici, bah, je veux connaître la quantité de matière de I2 et je connais la quantité de matière de AL. Donc rebelote, j'écris l'équation de la stoichiométrie pour l'équation ici. Donc nombre de moles de AL sur 2, égale au nombre de moles de I2 sur 3. Là. Je veux nombre de moles de I2, donc je vais dégager le 3 de l'autre côté. Nombre de moles de I2, c'est bien 3 fois le nombre de moles de L sur 2. Or, nombre de moles de L, c'est 60 millimoles. Je remplace. On trouve donc que le nombre de moles de I2, c'est 90 millimoles. Donc à remplir ici dans le tableau. Ensuite, on me donnait que la quantité de I2, c'était 7,6 grammes. Et je devais calculer la quantité de matière de L. Alors là, manque de bol, l'équation de la stoichiométrie ne s'écrit pas avec des masses. C'est juste avec des quantités de matière. Donc le 7,6 grammes, va falloir qu'on le transcrive en nombre de moles. Je vous rappelle la relation N égale à petit m sur grand M. Donc le nombre de moles de I2, c'est sa masse 7,6 divisé par sa masse molaire 253,8. On trouve une quantité de matière de 0,030 mol. Donc c'est comme si ici j'avais écrit 0,030 mol. J'applique l'équation de la stoichiométrie, nombre de moles de L sur 2 égale nombre de moles de I2 sur 3. L'autre on s'en fiche parce qu'on ne travaille pas avec. Je veux la quantité de AL, donc AL je l'isole, je dégage le 2 de l'autre côté. Nombre de moles de L, c'est 2 fois nombre de moles de I2 sur 3. Je remplace par la valeur que je viens de trouver, et je trouve que le nombre de moles de L, c'est 0,020 mol. Et bon, soit on s'arrête là et on met ici 0,020 mol, soit on se dit, là c'est une masse, donc j'ai calculé la masse. Donc la masse de L, c'est égal au nombre de moles de L fois la masse molaire de L, et je trouve 0,54 grammes que je remplace ici. Je ne vous fais pas celui-ci, vous le ferez tout seul, j'ai mis les résultats dans le tableau précédemment, ici. C'est exactement la même façon de faire. On va passer maintenant à quelque chose de très important, les tableaux d'avancement. Donc petit 2, état initial, état final et avancement de la réaction. Alors ce qu'on appelle l'état initial, c'est l'état du système à l'instant où les espèces sont introduites. Par exemple, quand je fais un gâteau, c'est le moment où je mélange les ingrédients. Donc je mélange les réactifs, la réaction n'a pas encore commencé. L'état final, c'est atteint quand la composition du système n'évolue plus. Donc c'est-à-dire quand votre gâteau, il est cuit. Et en fait, on peut avoir un état intermédiaire. Par exemple, ici, c'est l'état initial, ici, l'état final. Vous voyez que ça a changé de couleur. Et entre les deux, j'ai une teinte intermédiaire. C'est comme quand vous prenez le couteau et que vous le plantez dans le gâteau pour voir s'il est cuit. Des fois, il ressort complètement mouillé, des fois, il est tout sec. Donc ça serait l'état intermédiaire. C'est l'état où je plante le couteau dans le gâteau pour voir s'il est cuit. Alors, si à l'état final, tous les réactifs ont été entièrement consommés, on dit que le mélange initial de réactifs est stoichiométrique. Super important. Lorsque le mélange de réactifs n'est pas stoichiométrique, le réactif qui va s'épuiser en premier et donc qui entraîne l'arrêt de la transformation, c'est appelé le réactif limitant. On dit qu'il a été introduit en défaut. Ça c'est un mot de vocabulaire. Réactif limitant, on dit qu'il est en défaut. Dans le cas des autres réactifs, on dit qu'ils ont été introduits en excès. Il y en a trop. Alors c'est très bizarre. C'est comme si quand on fait un gâteau, si je mets un œuf de trop, j'ai mon gâteau à la fin avec l'œuf qui est cru au-dessus. C'est-à-dire que la réaction va se faire avec les proportions de la recette, et si j'en mets en trop, le truc il ne réagit pas. Donc ça sert à rien d'avoir un réactif en excès, parce qu'après ça va me coûter cher pour rien. L'évolution du système va être caractérisée par l'avancement noté X de la réaction qui s'exprime en mol. En gros, X, ça va être le petit truc en moins dans les réactifs et le petit truc en plus des produits. Parce que quand je fais une réaction, je vais mettre une certaine quantité de matière de réactifs. Ils vont réagir pour former des produits.
Donc à l'état intermédiaire, je vais avoir un petit peu moins des réactifs. Ce petit peu moins, bah, c'est X. Mais comme j'ai un petit peu moins de réactifs, je vais aussi avoir un petit peu plus de produits. Et bien ce petit peu, c'est l'avancement X. D'accord? L'avancement maximal X max, c'est la valeur de l'avancement qui annule la quantité de matière. Alors ça, on va voir ce que ça veut dire. En gros, X, l'avancement, il peut être maximal. Si j'ai plus d'un des deux réactifs, ça va être égal à ça. Alors on va se faire un exemple de tableau d'avancement. Donc je reprends l'équation précédente. S2O8 de moins plus 2i moins donne I2 plus SO4 de moins. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Vous avez ici l'équation de la réaction. On met ici deux colonnes. État du système, avancement. Donc l'état du système, ça peut être l'état initial quand je mélange les réactifs. L'état intermédiaire, donc celui en cours de transformation, là où je plante mon couteau dans mon gâteau. Et l'état final, donc l'état final, c'est quand votre gâteau il est cuit. X au début c'est égal à 0, c'est-à-dire que je n'ai rien qui a été consommé des réactifs. Après, à la fin, X vaut X max, ça veut dire que j'ai consommé en totalité un ou deux réactifs. Chaque case ici représente une quantité de matière. Par exemple, cette case-là, ça représente la quantité de matière de ce qui est au-dessus, donc de I- à l'état intermédiaire. Ici, cette case-là, ça représente la quantité de matière de SO4 de moins à l'état final. Je refais encore une fois, cette case-là représente la quantité de matière, donc le nombre de moles, de ce qui est au-dessus, donc de S2O8 de moins, à l'état initial. Alors, application numérique. Si les quantités de matière introduites sont, donc nombre de moles initial, le I, là c'est pour initial, de S2O8 de moins égale à 1,010-3 moles. C'est-à-dire que cette case-là, elle vaut 1,010-3 moles, et que cette case-là, ici, elle vaut 5,010-3 moles. On vous demande de déterminer l'avancement maximal X max. Oh, une petite remarque, X ici, vous ne pourrez jamais déterminer. On peut juste déterminer X max. Donc vous me direz, cette ligne-là, elle ne sert à rien cette année. Effectivement, elle ne sert à rien cette année. Et faire un bilan de matière des espèces à l'état final, en gros, ça veut dire qu'est-ce qui me reste à la fin. Parce qu'à quoi ça sert un tableau d'avancement? Ça va servir à prévoir, en fonction des quantités des réactifs que je mets, la quantité de produits que j'obtiens. C'est comme si on pouvait prévoir la masse du gâteau que vous alliez former. Alors, c'est vraiment une méthode à appliquer pour calculer le X-max et tout. Bon, là, je vais refaire au stylo le tableau parce que je trouve ça un petit peu plus pratique. Donc, à l'état initial, S2O8 de moins, j'en avais 1,010-3 moles. I-, j'en avais 5,010-3. Faites gaffe, c'est pas parce qu'il y a un 2 ici qu'il faut multiplier par 2 là. Non, non, non. Au début, j'ai pas de produit de formé. Donc, du coup, le nombre de moles de I2, il vaut 0 au début. Et le nombre de moles de SO4 de moins, il vaut 0. À un état intermédiaire, j'aurai ce que j'ai au début, 1,010-3, moins un petit truc qui aura disparu. Et le petit truc qui a disparu, c'est X. Ici, en I-, à un état intermédiaire, j'aurai ce que j'avais au début, 5,010-3, moins un petit truc qui a disparu. Mais comme ici, j'ai un facteur 2 et là, j'ai un facteur 1, il y a 2 fois plus de trucs disparus pour I- que pour S2O8 de moins. D'où le 2X. De l'autre côté, ce qui a disparu dans les réactifs, il a été créé dans les produits. Donc I2, à un état intermédiaire, j'en ai X mol. SO4 de moins, j'en ai 2X, parce que j'ai un 2 ici. À l'état final, c'est super facile, c'est comme à l'état intermédiaire, mais je veux des X max partout. Donc ici, S2O8 de moins, son nombre de moles, c'est 1,010-3 moins X max. I-, son nombre de moles, c'est 5,010-3 moins 2X max. I2, son nombre de moles produit, c'est X max. SO4 de moins, son nombre de moles produit, c'est 2 fois X max. Et comment je détermine X max? Attention, méthode. Alors, si le premier réactif est le réactif limitant, qu'est-ce que j'aurai? S'il est limitant, ça veut dire qu'il va s'épuiser. C'est le premier, il n'y en a plus. Et son nombre de moles à la fin, ça sera égal à 0. Donc j'écris 1,010-3 moins X max égale à 0. Je résous l'équation. X max, dans ce cas-là, serait égal à 1,010-3 moles. Je fais la même avec le copain d'à côté. Si c'était I- le réactif limitant, dans ce cas, j'aurais son nombre de moles à la fin qui vaut 0. Donc 5,010-3 moins 2X max égale à 0. J'isole. Ça fait X max égale à 2,5 10-3 moles. Et là, la règle, c'est de prendre le plus petit des deux. Alors, le plus petit des deux, c'est lui. X max égale à 1,010-3 moles. Donc là, paf, celui qui présente le plus petit X max, c'est le réactif limitant. Donc S2O8 de moins, c'est le réactif limitant, c'est celui où j'en ai mis le moins, donc tout se fait par rapport à lui. Donc, ça veut dire que I-, il sera en excès, il va en rester, et ça sert à rien. X max est donc égal à 1,010-3 moles. À l'état final, je vais faire un bilan, c'est-à-dire j'ai calculé le nombre de moles là, ce que ça vaut. Alors pour les produits, c'est facile, le nombre de moles de I2, il vaut X max, donc il vaut 1,010-3 moles, là.
SO4 de moins, son nombre de moles, il vaut 2x max, donc 2 fois 1,010 moins 3 moles. Là. Ici, j'en ai plus, donc le nombre de moles de S2 au 8 de moins à la fin, c'est 0 mol. Et enfin, pour I-, son nombre de moles, c'est 5,010 moins 3 moins 2x max. Donc 5,010 moins 3 moins 2 fois 1,010 moins 3, ça fait 3,010 moins 3 mol.